Est-ce que tu savais qu'on peut déployer un cluster PostgreSQL complet sur Kubernetes en moins de 10 lignes? En plus de ça, on a la réplication, les sauvegardes et les backups, et on a même l'observabilité qui est intégrée. Donc dans cette vidéo, on va découvrir CNPG, Cloud Native PG. Donc là, l'idée, c'est de voir comment il simplifie la vie. On va voir les différents avantages, et comme d'habitude, je vais te montrer en démo quelques fonctionnalités. Déjà, premièrement, c'est quoi CNPG? CNPG, c'est un opérateur de base de données PostgreSQL. Donc là, le but, ça va être d'étendre l'API de Kubernetes. Et comme d'habitude avec les CRD, le but, ça va être d'abstraire la complexité pour simplifier les choses. En termes d'avantages, donc premièrement, facilité et rapidité de déploiement, c'est-à-dire qu'on peut créer un cluster Postgre en une dizaine de lignes. Ensuite, on a de la réplication. Donc, il y a le principe de primaire et de secondaire qui est inclus. Troisième avantage, ça va être tout ce qui est sauvegarde et restauration. Ça, je le montre en démo juste après. Quatrième avantage, ça va être les bascules de primaire et secondaire. Donc, c'est automatique par défaut, mais on peut aussi le faire manuellement si besoin. Et on a aussi des métriques détaillées. Donc, il y a une bonne intégration avec Prometheus et Grafana. Donc, pour la démo, on va voir ça en deux parties. Premièrement, les bases de CNPG. Je vais faire l'installation et je vais expliquer le principe de fonctionnement. Et pour la deuxième partie, on va voir tout ce qui est backup et restauration, notamment grâce à un plugin. Premièrement, je vais créer le cluster de démo avec Kind. Le cluster a été créé, donc maintenant je vais installer CNPG via Helm. Helm, c'est le package manager de Kubernetes. Donc là, CNPG a été installé dans le namespace CNPG-system. On va vérifier. On peut voir que CNPG a été installé correctement et j'ai aussi récupéré des CRD pour créer des ressources qui sont liées à CNPG. Maintenant, je vais créer et me placer dans le namespace démo. Et maintenant, je peux créer mon premier cluster PostgreSQL. Donc là, comme on peut le voir, j'ai créé un cluster qui s'appelle DB avec deux instances, un primaire et un secondaire. Au niveau du stockage, ça va être 5 gigas. Et au niveau du bootstrap, donc j'ai créé le cluster et en même temps, j'ai créé une base de données to-do list qui est possédée par Zone Infra. Et donc là, en moins d'une minute, mes deux instances sont prêtes et j'ai aussi des services. Je reviens dessus un peu plus tard. On peut aussi voir la composition de l'objet cluster grâce au plugin Tree. Et donc là, comme vous le voyez, un cluster c'est composé de PVC, de pod, de PDB, de role, role binding, etc. Et donc là, on voit tout l'intérêt des CRD. En une dizaine de lignes, j'ai pu créer un cluster, alors que si j'avais fait ça manuellement, ça m'aurait pris un temps fou. Et donc le cluster que j'ai créé, comme n'importe quelle autre ressource dans Kubernetes, je peux faire un get et un describe. Au niveau du get, je peux voir que j'ai bien deux instances et que mon cluster est en bon état de santé. Au niveau du describe, j'ai accès aux infos en détail. Et bien sûr, tout en bas, j'ai aussi accès aux événements. Alors, il y a aussi un plugin CNPG qui permet de faciliter la gestion. Donc, grâce à ce plugin, je peux afficher par exemple le statut de mon cluster qui s'appelle DB. Et donc là, j'ai accès à plein d'infos, un résumé du cluster, le statut des backups, le statut de la réplication et le statut des instances. Avec ce plugin, je peux aussi utiliser un client PostgreSQL. Et donc là, je retrouve bien ma base de données to-do list que j'ai initialisée. Et un autre plugin utile, ça va être View Secret. Donc là, on va voir tous les secrets qui ont été générés par défaut. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est les secrets qui sont dans DB App. Et là, dans DB App, j'ai accès à 11 clés. Donc user, password, username, DB name, etc. Donc là, par exemple, si je veux afficher le password, j'ai accès au mot de passe qui a été autogénéré. Au niveau des services, donc à chaque fois qu'on va créer un cluster, on a trois services qui sont autogénérés. Premièrement, on a R, c'est là où on va retrouver toutes les instances. Ensuite, on a RO pour read only et on a RW, donc là, ça va être pour la lecture et l'écriture, c'est le primary. Donc là, on peut voir via les labels que DB1 a le rôle primary et DB2 a le rôle réplica. Et pour finir cette partie 1, au niveau des volumes, on va avoir un volume dédié par instance. Donc là, moi, j'ai deux instances et je retrouve bien un volume par instance. Ok, donc maintenant, on va passer à la partie 2 pour les sauvegardes et la restauration. En termes de prérequis, il faut s'assurer de pas mal de choses. Donc, premièrement, il faut une version supérieure ou égale à 1.26. Moi, c'est OK, j'utilise la version 1.27. Ensuite, on a besoin de Cert Manager pour activer la communication TLS entre le plugin et l'opérateur. Donc là, c'est OK, Cert Manager a été installé, c'est juste un kubectl apply. Je vais aussi installer le plugin Barman Cloud. Donc, c'est le plugin qui va gérer tout ce qui est sauvegarde et restauration. Et là, pareil, il suffit juste de faire un kubectl apply. Le plugin a été installé et comme on peut le voir, ça utilise les CRD de Cert Manager. C'est pour ça que c'était un prérequis. J'ai aussi besoin d'un bucket S3 pour le stockage. Donc là, je vais créer le bucket directement via la ligne de commande AWS. Là, c'est OK, mon bucket a été créé. Et pour en finir avec la partie prérequis, je vais aussi créer le secret pour avoir accès à mon bucket S3.
Donc là, c'est OK, j'ai tout ce qu'il faut en termes de prérequis. Et comme je l'indique plus bas, sur un cluster cloud manager, on veut plutôt utiliser IRSA ou EKS Pod Identity au lieu de créer directement un secret sur Kubernetes. Maintenant, on va passer à la partie sauvegarde et restauration. Donc la première chose dont j'ai besoin, c'est de créer un object store. Donc dans cet objet, c'est là où on va définir tous les paramètres de backup. Par exemple, on va définir une période de rétention. Moi, j'ai mis 7 jours. Ensuite, je lui indique quel bucket S3 je souhaite utiliser, le type de compression et aussi je donne les clés AWS pour avoir accès au bucket S3. Donc là, une fois que j'ai créé l'objet store, je peux créer la version 2 de mon cluster avec des capacités de backup. Donc là, la différence par rapport à la version 1, c'est que j'ai ajouté la partie plugin. Comme ça, je suis en capacité de pousser des backups vers mon bucket S3. Et j'ai aussi ajouté une option wall archiver égale true. Donc, comme je l'indique plus bas, le wall, c'est ce qui permet d'écrire dans un journal de log pour conserver toutes les opérations lorsqu'on va souhaiter faire une restauration. Donc là, si je liste mes instances, j'ai bien DB2 qui apparaît. Et donc maintenant, je suis en mesure de créer des backups. Donc là, je vais créer une backup manuellement. Donc là, c'est facile. J'utilise l'objet backup, je lui donne un nom. Ensuite, je précise le nom de mon cluster et je précise que j'utilise le plugin. Et donc, je peux gérer les backups en faisant directement get backup et delete backup. Donc là, voilà, rien de spécial, on a juste les infos nécessaires. Maintenant, c'est mieux d'utiliser des backups automatiques. Donc pour ça, il y a un objet dédié qui s'appelle schedule backup. Au niveau de la ressource schedule backup, donc là, je peux préciser la fréquence de backup via schedule. Et ensuite, le reste, c'est des paramètres pour préciser comment gérer les backups. Et donc là, si je liste schedule backup et backup, on peut voir que j'ai bien une backup qui va se créer automatiquement toutes les minutes. Donc là, au niveau de mon bucket S3, comme on peut le voir, j'ai un dossier qui prend le nom de mon cluster. Et dans le dossier DB2, je vais retrouver un dossier base qui va contenir les backups et un dossier wall qui va servir lorsque je souhaite faire des restaurations. Maintenant, on va voir comment faire une restauration. Donc, premièrement, ce qu'il faut, c'est récupérer le nom de la backup. Ok, donc là, moi, je vais utiliser la première. Du coup, j'ai aussi besoin de récupérer l'ID de la backup. Donc, pour ça, je dois faire un describe. Et là, j'ai bien l'ID de la backup dans la partie statut. Et donc là, pour lancer la restauration, je vais créer un cluster avec des paramètres de recovery. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais préciser le nom d'une backup spécifique et la restauration va se lancer. Donc là, comment ça se passe? Il y a une partie recovery où on va préciser une source. Je reviens dessus dans quelques secondes. Et on va aussi préciser le nom de la backup et son ID. C'est pour ça que je l'ai récupéré juste avant. On peut aussi choisir de faire une restauration immédiate. Là, c'est le cas. Mais on peut aussi choisir de restaurer à un moment précis. Ça s'appelle le point in time recovery. Ensuite, j'ai une partie plugin qui permet au cluster de créer des backups plus tard si besoin. Et j'ai une partie external cluster. Donc, c'est le nom de la source qu'on a vu plus haut. C'est ce qui permet de récupérer les infos de connexion qui sont contenues dans Backup Store. Sans ça, on ne peut pas effectuer la restauration. Donc là, j'ai bien mon cluster Restore qui a été déployé à partir d'une backup. Je vais aussi vérifier que je retrouve bien ma base de données To-Do List dans le cluster de restauration. Et donc là, j'ai bien la même base de données. Voilà, donc pour résumer, on a créé un object store grâce au plugin et derrière, on a appelé cet objet dans les autres ressources. Et une bonne pratique, c'est de créer un object store par cluster Postgre. Comme c'est indiqué dans la documentation, on ne veut pas utiliser un seul pour plusieurs clusters. Conclusion, on peut faire tourner un cluster PostgreSQL, donc un cluster vraiment solide, sur Kubernetes et facilement. En alternative manager, vous pouvez aussi utiliser les services comme RDS sur AWS, mais là, ça va coûter plus cher. Et sinon, en termes d'opérateurs, en alternative, vous avez aussi Percona. Donc, en plus de PostgreSQL, il propose aussi MySQL et MongoDB. Donc voilà, je vous mettrai les liens du plugin utilisé et du repo de démo dans la description. Si vous utilisez WSL, je vous laisse aussi aller voir en description le guide complet. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.